Bonjour tout le monde, on va essayer aujourd'hui de traiter la question sur l'insuffisance cardiaque, en basant surtout sur les différents concepts les plus fréquemment testés dans le USMLE Step 2 et Step 3. Donc c'est parti. Donc l'insuffisance cardiaque, comme définition, c'est l'importance du cœur l'empêchant d'exercer sa fonction du pompe. Donc à l'état normal, le cœur est obligé, le cœur est censé donc pomper le sang vers les différents organes périphériques. Donc, en cas d'une insuffisance cardiaque, il n'est plus capable d'exercer sa fonction du pompe. Comme toute pompe, donc, le cœur doit se remplir, ce qu'on appelle la diastole, puis se vider pendant ce qu'on appelle la systole. Donc, un échec de se vider, ce qu'on appelle insuffisance cardiaque systolique ou bien un trouble systolique, parce qu'il n'est plus capable d'exercer la fonction d'éjection du sang dans l'aorte. Un échec de se remplir, par contre, ce sont les troubles non systoliques ou bien les troubles diastoliques, c'est-à-dire c'est une insuffisance cardiaque diastolique. Donc, le cœur n'est plus fonctionnel, soit c'est une insuffisance cardiaque systolique, donc il n'est plus capable d'éjecter le sang dans l'aorte, soit il est diastolique, donc une insuffisance cardiaque diastolique, donc il n'est plus capable de se remplir du sang à partir des oreillettes. Les différentes étiologies donc, qui peuvent être à l'origine d'une insuffisance cardiaque, il faut savoir qu'il y a trois types, soit d'origine vasculaire, soit d'origine cardiaque, soit d'origine endocrinienne. Une cause vasculaire, ça peut être donc une hypertension artérielle ou bien un cœur pulmonaire. Une hypertension artérielle périphérique par exemple, c'est-à-dire il y a une augmentation de la post-charge. C'est-à-dire, il y a une augmentation de la pression périphérique ou bien de la tension que le ventricule gauche est obligé de vaincre pour exercer sa fonction de pompe pour éjecter le sang dans l'aorte. Ce qui va entraîner progressivement une hypertrophie de ventricule gauche, puis une insuffisance cardiaque. Pour ce qui est du cœur pulmonaire, c'est quoi le cœur pulmonaire? C'est une insuffisance cardiaque droite causée par ou bien secondaire à une pathologie pulmonaire. Par exemple, une hypertension artérielle pulmonaire causée par exemple, secondaire, un BPCO ou bien n'importe quel autre type de pathologie pulmonaire, il va y avoir, c'est la même physiopathologie. Il va y avoir donc une augmentation de la pression, augmentation donc de la post-charge de ventricule droit, puis une insuffisance ventriculaire droite progressivement. Très bien. Ou bien c'est une pathologie cardiaque, soit une maladie coronarienne, soit une cardiomyopathie, ou bien une pathologie valvulaire. C'est la même chose. Par exemple, on donne l'exemple d'un rétrécissement aortique. Le rétrécissement aortique, c'est tout à fait la même chose. C'est tout à fait par rapport à l'hypertension artérielle. Donc, il va y avoir une augmentation de la post-charge, c'est-à-dire la pression ou bien la tension périphérique que le ventricule gauche doit vaincre pour exercer sa fonction normale, c'est-à-dire la systole ou bien l'éjection du sang vers l'aorte, va être altérée à cause de cette sténose aortique. La troisième, c'est l'endocrinienne, comme le diabète. Donc, on a trois volets. Donc, c'est la vasculaire, soit hypertension artérielle systémique, soit hypertension artérielle pulmonaire. Elle est cardiaque, la pathologie, l'insuffisance coronarienne, ou bien les différentes cardiomyopathies, ou bien les différentes pathologies valvulaires. Endocrinienne, on donne l'exemple de diabète. Le diabète, par quel mécanisme? Il accélère. Il va causer une accélération de l'athérosclérose. Très bien. La classification NIHA. Il faut savoir, d'abord, pourquoi NIHA? C'est New York Heart Association. C'est une classification qui est basée sur l'intensité des symptômes. C'est surtout la dyspnée qui est le symptôme majeur. Et donc, les symptômes ou bien l'intensité du symptôme d'une insuffisance cardiaque va être classée en 4 stades. La une, le patient est tout à fait asymptomatique, donc il y a une activité tout à fait normale, comparant avec un autre patient qui ne souffre d'aucune pathologie cardiaque. La deuxième, c'est un gène modéré pour des efforts qui sont très importants.
donc votre patient se présente avec des symptômes modérés, c'est-à-dire une dyspnée modérée pour des efforts qui sont très importants. Ou bien, donc il est tout à fait normal au repos, mais il y a une symptomatologie encore d'efforts importante. Le troisième, il y a un confort seulement au repos, ou bien un gêne ressenti lors des efforts modérés. C'est-à-dire, cette fois-ci, les gênes sont plus fréquentes. Donc, il se présente même un effort modéré, et non plus un effort important par rapport à la deuxième. Quatrième, il y a donc des symptômes, il y a une dyspnée, même au repos. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, une autre fois, c'est quoi NYHA, New York Heart Association, basé sur l'intensité des symptômes d'insuffisance cardiaque, c'est surtout la dyspnée. Donc, la 1, le patient est tout à fait asymptomatique. La 2, il y a un gêne modéré pour des efforts très importants. 3, gêne ressenti lors d'efforts modérés. 4, gêne même au repos. D'accord? Très bien. Donc, le cours va être divisé en troubles systoliques à part et les troubles non systoliques, c'est-à-dire les troubles diastoliques à part. Donc, dans un premier temps, les troubles systoliques. Une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection diminuée. C'est quoi la systole? La systole, c'est l'éjection. C'est de pomper le sang dans l'aorte ou bien dans l'artère pulmonaire. Donc dans l'aorte pour le cœur gauche et dans l'artère pulmonaire pour le cœur droit. Donc une insuffisance cardiaque de type systolique, c'est une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection diminuée parce que le cœur n'arrive plus à éjecter le sang dans l'aorte. Donc la sémiologie, le patient se présente avec un volume à la fin de systole ventriculaire gauche élevé. C'est-à-dire le volume intraventriculaire post-systolique va être élevé. Tout simplement parce que le cœur souffre donc d'une insuffisance systolique. Il n'arrive plus à pomper le sang dans l'aorte. Donc il va y avoir bien évidemment une quantité plus importante du sang à la fin de systole, parce que la systole cette fois-ci n'est plus parfaite par rapport à la systole d'un cœur qui est tout à fait normal. Très bien. Il va y avoir également une fraction d'éjection inférieure à 40%, bien évidemment, parce que c'est une insuffisance donc de type systolique, systole ne se fait pas normalement, éjection diminuée, fraction d'éjection diminuée, le sang qui reste dans les chambres ventriculaires après une systole va être élevé. Très bien. On arrive maintenant aux différents symptômes possibles. Eh bien, il va y avoir une hypertrophie ou bien une dilatation ventriculaire. C'est-à-dire, le cœur, l'architecture du cœur n'est plus normale. Donc, soit c'est une hypertrophie de ventricule, soit c'est une dilatation. Et ça dépend de l'étiologie ou bien de la cause de cette insuffisance cardiaque. Par exemple, si votre patient souffre d'une sténose aortique, par exemple, ou bien d'une hypertension artérielle, il va y avoir une hypertrophie ventriculaire. Pourquoi? Parce que le ventricule va essayer donc de vaincre cette résistance périphérique ou bien cet obstacle. Donc, il va essayer de se contracter d'une façon plus forte et de compenser cette résistance périphérique. Il va essayer donc de compenser en hypertrophie. Donc, il va y avoir une hypertrophie de ventricule à cause de cette élévation de la post-charge, soit par hypertension périphérique, soit tout simplement par une sténose aortique. Ou bien c'est une dilatation ventriculaire. Eh bien, il faut savoir que la dilatation ventriculaire se voit surtout en cas d'une régurgitation aortique, donc une insuffisance aortique. Il y a donc un reflux du sang au cours de la diastole de l'aorte
vers le ventricule. Ça va entraîner donc une dilatation, c'est tout à fait la même chose. Donc le cœur va essayer de compenser ce problème, soit valvulaire, soit l'hypertension, soit par une hypertrophie en cas de sténose aortique ou bien hypertension artérielle périphérique, soit par une dilatation ventriculaire en cas d'une insuffisance aortique. Donc hypertrophie ou bien dilatation, ça dépend de l'étiologie qui a causé cette insuffisance cardiaque. La dyspnée d'effort, il y a également une asthénie, très bien, et l'orthopnée. Qu'est-ce qu'il y a à dire en ce qui concerne l'orthopnée? Eh bien, le patient, j'espère que vous arrivez à imaginer ça, mais votre patient n'arrive plus à effectuer une systole normale. Donc, il n'arrive plus à éjecter le sang dans l'aorte, ce qui va être à l'origine d'une accumulation du sang dans les chambres auparavant, en amont de notre problème. C'est-à-dire que c'est comme on a déjà un obstacle avec une accumulation du sang dans les chambres en amont. Donc, j'ai dit, la systole ne se fait pas parfaitement, il va y avoir une accumulation du sang au niveau ventriculaire, puis au niveau auriculaire, puis au niveau des veines pulmonaires. C'est-à-dire, accumulation de fluide au niveau pulmonaire. Ce qui va être à l'origine de cette orthopnée. C'est quoi une orthopnée? C'est une dyspnée qui survient en position couchée, partiellement améliorée par la position semi-assise. Donc, il y a accumulation de ce fluide, il y a également lorsque votre patient est en position couchée, donc ça va aggraver les symptômes. Donc, une orthopnée qui est surtout va être donc aggravée avec l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Et ce qu'il est important également de mentionner, il y a également donc l'effet de la gravité qui va donc être à l'origine de cette dyspnée en position couchée. Il y a également la dyspnée nocturne paroxystique. C'est quoi la dyspnée nocturne paroxystique? C'est l'aggravation de cette dyspnée pendant la nuit, lorsque votre patient est en position couchée. Donc, il y a une dyspnée qui est très grave pendant la nuit parce que votre patient est en position couchée. Il y a donc l'accumulation de fluide au niveau pulmonaire. Il y a également l'effet de la gravité. Il est important donc de mentionner que cette dyspnée nocturne paroxystique se code par le nombre d'oreillers utilisés par votre patient pour dormir. Donc, j'ai déjà mentionné la pesanteur, donc il va y avoir une diminution du retour veineux, puis accumulation de ce fluide dans les poumons, dyspnée pendant la nuit. Très bien. Il y a également un œdème périphérique. Un œdème périphérique, c'est très important de comprendre la physiopathologie. Eh bien, l'œdème périphérique, votre patient n'arrive plus à éjecter le sang dans l'aorte, ce qui va entraîner une accumulation du sang au niveau de ventricule gauche ou bien surtout au niveau du ventricule droit. Donc, par exemple, si on parle d'une insuffisance cardiaque droite, le patient n'arrive plus à éjecter le sang dans le ventricule, dans l'artère pulmonaire, il va y avoir une accumulation donc, du sang dans le ventricule droit, puis dans l'oreillette droite, puis progressivement dans le système veineux. Donc, il va y avoir une hypertension ou bien une augmentation de volume veineux, ce qui va entraîner un œdème périphérique. Avec un taux chronique, bien évidemment, qui est surtout en rapport avec l'œdème pulmonaire. Le choc du pointe, donc à l'examen clinique, le choc du pointe, c'est surtout en rapport avec une hypertrophie de ventricule gauche. Très bien. Il y a également donc un allongement. Si vous essayez donc de palper la pointe du cœur, il y a un allongement de bruit à ce niveau. Non pas de bruit, mais il y a un allongement de la vibration sentie à la palpation qui est en rapport avec une impulsion ventriculaire gauche qui est élevée et soutenue, qui se voit surtout en cas donc d'un allongement, n'importe quelle cause qui peut être à l'origine d'un allongement de la systole à travers, c'est surtout en cas donc d'une valve aortique sténosée ou bien rétrécie. Donc il va y avoir un allongement de l'éjection,
donc un allongement de la systole, ce qui va entraîner donc une vibration ressentie ou bien une impulsion ventriculaire qui est très élevée et bien soutenue. Il faut faire la part des choses. Donc, le choc de pointe se voit surtout en cas d'une hypertrophie de ventricule gauche, qui se voit surtout en cas de sténose aortique, très bien. Et il y a également cette impulsion ventriculaire qui est élevée et soutenue à cause d'une élévation, bien d'un allongement de la systole à travers une valve aortique sténosée. Donc, il y a une vibration, choc de pointe à cause de l'hypertrophie, mais il y a également une impulsion ventriculaire élevée et soutenue, c'est-à-dire elle prend un peu plus du temps par rapport à l'état normal, et c'est par rapport à l'existence du sténose aortique. Donc, ils sont intriqués. La sténose aortique peut être à l'origine d'une hypertrophie ventriculaire, et l'hypertrophie va être à l'origine de choc du pointe. Très bien. S3 et S4 galop. Ce sont donc des bruits surajoutés. Ce sont des bruits surajoutés. S3 directement après donc le S2, le S4 juste avant le S1. Le S3 il a un rapport avec une augmentation de la précharge en cas de régurgitation mitrale, par exemple. Donc c'est très important de les comprendre surtout. Et ici on a donc un exemple. Donc une autre fois. So this is the sound of S3 and S4 gallop. Both the S3 and S4 have a low pitch, so they are best heard with the bell of the stethoscope, obviously. You need to be aware of the fact that they are both heard at the cardiac apex here. Laying the patient down and the left lateral decreased position can exaggerate the sound. So this is the position by which I can hear better this sound. S3 is an early diastolic sound. S4 is a late diastolic sound. S3 can be caused by entering the ventricle during early ventricular filling. It's caused when the atria contracts. For the S4, pushing the blood against a non-compliant ventricle. S3 can be normal in children and young adults. S3 is almost always pathologic. You need to be aware of this. So this, just to be aware of this, you need to memorize at least how both of them sound like. You need to be familiar with it. Excellent. We said that S3 can be normal in young adults. I hope this helped. I think that you need. Je pense que vous êtes obligé donc, si vous voulez donc passer les examens USMLE, I think that you need to memorize or to be familiar with these sounds. Il y a également donc une distension donc de veine jugulaire. Je pense que j'ai déjà expliqué ça, donc, mais je peux répéter. Donc, pourquoi il va y avoir une distension du veine jugulaire? J'ai dit, surtout en cas d'une insuffisance cardiaque droite. Donc, insuffisance cardiaque droite systolique, le cœur droit n'arrive plus à pomper le sang dans l'artère pulmonaire. Ce qui va entraîner une accumulation du sang
au niveau de ventricule droit, puis au niveau de l'oreillette droite, puis au niveau du système veineux. Très bien. Donc, système veineux, veine cave, donc il va y avoir une distension de veine jugulaire qui va être plus importante. Donc, il y a une corrélation entre l'importance de cette distension de veine jugulaire et l'importance ou bien la sévérité de l'insuffisance cardiaque. Il va y avoir également donc des crépitations basales à l'examen pulmonaire qui sont en rapport avec l'œdème pulmonaire. Donc, il faut comprendre que les crépitations basales à l'examen pulmonaire ou bien l'œdème pulmonaire se voient surtout en cas d'insuffisance cardiaque gauche. Pourquoi? Donc, insuffisance cardiaque gauche, la même chose, la même physiopathologie, le sang n'est plus éjecté normalement au niveau de l'aorte, accumulation du sang au niveau de ventricule gauche, l'oreillette gauche, puis au niveau des veines pulmonaires, qui va être à l'origine donc d'une accumulation de fluide au niveau pulmonaire, un œdème pulmonaire, donc qui va être qui est suspecté cliniquement par cette crépitation basale à l'examen pulmonaire. That's how they sound like. You need to be familiar with this as well. Et l'œdème périphérique. L'œdème périphérique, c'est tout à fait la même chose, il est causé par l'augmentation de la pression au niveau du système veineux périphérique. C'est tout à fait la même chose comme j'ai déjà expliqué pour ce qui est de la distension de veine jugulaire. Très bien, c'est une plaque très importante. C'est une comparaison entre une insuffisance cardiaque droite et une insuffisance cardiaque gauche. Il faut vraiment comprendre la différence entre les deux. Donc, si votre patient souffre d'une insuffisance cardiaque droite, ok, imaginez avec moi que votre patient souffre d'une insuffisance cardiaque systolique et droite. C'est-à-dire, il n'arrive plus à pomper ou bien à éjecter le sang de ventricule droit vers l'artère pulmonaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir progressivement une accumulation du sang dans les cavités qui sont situées en amont de ventricule droit. C'est-à-dire au niveau du ventricule droit, puis au niveau de l'oreillette droite, puis au niveau du système veineux. C'est-à-dire la veine cave, puis progressivement jusqu'à les veines périphériques. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme symptôme? Il va y avoir une rétention d'eau prédominante. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir donc une diminution du retour veineux. Il va y avoir une augmentation de la pression au niveau du système veineux. Ce qui va être à l'origine d'une distension de la veine jugulaire, d'un reflux hépatojugulaire et d'un œdème périphérique. Parce que tout simplement, il y a une augmentation de la pression au niveau du système veineux périphérique à cause de l'insuffisance cardiaque droite. Donc, insuffisance cardiaque droite, rétention de l'eau prédomine avec des symptômes en rapport avec l'augmentation de la pression au niveau du système veineux. C'est le reflux hépatojugulaire, c'est la distension de veine jugulaire et l'œdème périphérique. Avec un bruit de Galop, c'est donc le S3 et le S4 du côté droit, bien évidemment, parce qu'il y a une insuffisance cardiaque droite. Pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque gauche, j'espère que vous arrivez donc à imaginer avec moi qu'en cas d'insuffisance cardiaque gauche, le cœur gauche n'arrive plus à pomper le sang ou bien à éjecter le sang dans l'aorte. Donc la dyspnée prédomine. Pourquoi la dyspnée prédomine? Parce que c'est tout à fait la même chose, donc c'est la même physiopathologie. Il va y avoir donc une accumulation du sang au niveau de ventricule gauche, puis au niveau de l'oreillette gauche, puis au niveau des veines pulmonaires. Progressivement au niveau de poumon, ce qui va être à l'origine donc d'œdème pulmonaire, d'accumulation de fluide au niveau pulmonaire, ce qui va se manifester donc cliniquement par une dyspnée prédominante. Avec des râles basales bilatérales en rapport avec l'œdème, avec un épanchement pleural, avec orthopnée, dyspnée nocturne, paroxystique et bruit de Galop S3 et S4 du côté gauche, bien évidemment, parce qu'on a une insuffisance cardiaque gauche. Donc, tout simplement, une insuffisance cardiaque droite, il y a une rétention dans le système veineux périphérique. Donc, des symptômes prédominent
sur les œdèmes périphériques, le reflux hépato-jugulaire, la distension de veine jugulaire. Une insuffisance cardiaque gauche, par contre, des symptômes en rapport avec l'œdème pulmonaire. Un épanchement pulmonaire, orthopnée dyspnée nocturne, paroxystique et l'érale basale bilatérale. On arrive maintenant aux différents examens paracliniques. Donc, l'examen de première intention qu'il faut réaliser devant toute suspicion d'une pathologie d'une insuffisance cardiaque, c'est l'échocardiogramme, le CG. Très bien, les différentes valves, fonctionnement du cœur. C'est l'écho-cœur transthoracique. Très bien. L'écho-cœur, il va nous montrer une diminution de la fraction d'éjection avec une dilatation ventriculaire. Donc la diminution de la fraction d'éjection, bien évidemment parce que votre patient souffre toujours d'un trouble systolique. Il n'arrive plus à éjecter le sang dans l'aorte avec une dilatation ventriculaire. Le CG, pour détecter la cause de cette insuffisance cardiaque, donc le CG peuvent nous orienter, les différentes pathologies électriques peuvent nous orienter vers la cause. Donc on peut détecter ST+, ST-, qui nous oriente vers une insuffisance coronarienne, une infarctus de myocarde, ou bien un bloc cardiaque, ou bien des arythmies. Donc le CG est primordial pour nous orienter vers l'origine ou bien la cause de cette insuffisance cardiaque. La maladie coronarienne est l'étiologie secondaire la plus courante de la cardiomyopathie ischémique dilatée. Les patients atteints de cardiomyopathie ischémique peuvent ne pas présenter des symptômes angiotypiques, présenter des symptômes d'une insuffisance cardiaque. Donc, on est en train de dire que la pathologie la plus fréquente d'une cardiomyopathie ischémique dilatée, c'est la maladie coronarienne. Donc, de ce fait, tout patient présentant une insuffisance cardiaque récente inexpliquée doit être évalué pour une coronaropathie par un test d'effort ou bien coronarographie. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? La cause la plus fréquente d'une cardiomyopathie ischémique dilatée, c'est la maladie coronarienne. Donc, devant tout patient qui vous présente avec une insuffisance cardiaque récente et inexpliquée, doit absolument être évalué pour une coronaropathie, soit par un test d'effort ou bien coronarographie. Un téléthorax qui nous montre une cardiomégalie par l'augmentation donc de l'indice cardiothoracique ou bien un épanchement pleural ou bien la congestion vasculaire. Très bien. L'infarctus aigu de myocarde entraîne une mort myocardique réversible. Il faut comprendre. Il faut se concentrer. C'est une notion très importante. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Une infarctus aigu de myocarde est différente d'une ischémie chronique de myocarde. Il y a une différence entre les deux. Donc, je vais essayer d'expliquer ça. Très bien. Donc, si votre patient souffre d'une ischémie myocardique chronique, mais incomplète, c'est-à-dire il y a une obstruction d'une artère coronarienne, mais d'une façon partielle, mais chronique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, c'est une obstruction avec une plaque d'athérosclérose. C'est une obstruction chronique, oui, mais elle est partielle. Donc, il y a une petite quantité de sang qui reste toujours valable pour la cellule myocardique. Donc, cette cellule myocardique a décidé de garder cette petite quantité d'énergie, d'oxygène, de nutriments pour sa survie. Donc, il va y avoir une diminution de contractilité, oui, mais il va y avoir toujours une viabilité de tissu myocardique parce qu'il reste toujours une petite quantité à ce niveau-là, trop petite quantité donc du sang valable
pour la survie. Donc la cellule myocardique a décidé, elle a décidé de garder cette petite quantité d'énergie pour sa survie, non pas pour sa contractilité. Oui, la contractilité, ou bien le fonctionnement systolique de myocarde va être diminué, mais la cellule myocardique reste toujours fiable, parce que j'ai déjà dit que cette obstruction, oui, il y a une obstruction chronique, il y a une ischémie qui est chronique, mais toujours partielle. Très bien. Donc, par contre, si le patient, donc il y a, si votre patient souffre d'une ischémie aiguë et brutale. C'est quoi une ischémie aiguë brutale? C'est une rupture de plaque d'athérosclérose qui a entraîné une formation d'un thrombus. Le thrombus a causé l'obstruction complète et brutale ou bien aiguë. Non, pas partielle cette fois-ci. Cette fois-ci, elle est complète de la lumière de l'artère. Cette obstruction complète va entraîner une ischémie aiguë de tissu myocardique, donc mort cellulaire. Il peut y avoir une mort cellulaire qui est irréversible. Donc, l'infarctus aigu de myocarde entraîne une mort myocardique irréversible, bien évidemment, parce qu'il y a un arrêt total d'apport du sang vers la cellule myocardique. Par contre, les patients qui sont atteints d'une ischémie myocardique chronique ont souvent un tissu myocardique toujours viable, parce que j'ai dit que la cellule myocardique a décidé de garder cette petite quantité du sang pour sa survie. Par contre, la contraction va être diminuée, qui peut être corrigée par une revascularisation coronarienne qui améliore donc la survie. Donc c'est une notion très importante. Une ischémie chronique et partielle, la cellule myocardique est toujours viable. Par contre, une ischémie brutale et complète, il peut y avoir une mort cellulaire et irréversible. Très bien. La biologie. Peptide natriurétique de type B en anglais, BNP, Brain Natriuretic Peptide. Ok, excellent. Donc, il est en cas d'une insuffisance cardiaque supérieure à 500. Par contre, les patients qui sont atteints d'une dyspnée qui est due à une insuffisance cardiaque chronique, le plus souvent, vont se présenter avec un taux plasmatique supérieur à 400. Les patients avec des niveaux qui sont diminués, donc qui sont moins de 100, ils ont une valeur prédictive négative très élevée pour une insuffisance cardiaque chronique en tant que la cause de la dyspnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tout simplement, si votre patient se présente avec une insuffisance cardiaque chronique, le BNP va être élevé la plupart du temps. Par contre, si vous dosez le BNP, vous trouvez un taux qui est moins de 100, c'est une valeur prédictive négative excellente. C'est-à-dire, ça peut écarter complètement le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Tout simplement parce que le BNP est diminué. Très bien. Le pro-BNP, produit de BNP actif, et de pro-BNP interminal, tous les deux en corrélation avec la gravité de dysfonctionnement systolique. C'est-à-dire, plus le dysfonctionnement systolique de votre patient est grave et sévère, plus le taux de BNP et de pro-BNP vont être élevés. Très bien. L'anémie, pourquoi votre patient peut se présenter avec une anémie? Eh bien, ça peut être une cause de cette insuffisance cardiaque. On va discuter ça après. C'est ce qu'on appelle donc insuffisance cardiaque par haut débit. On va les voir. Il va y avoir une élévation de la créatinine. Pourquoi? Parce que, donc, vous imaginez que votre patient n'arrive plus à éjecter le sang dans l'aorte. Il va y avoir une diminution d'irrigation des différents organes périphériques, y compris le rein. Le rein, il lui semble qu'il y a un état d'hypovolémie, il y a un état de déshydratation peut-être. Donc, il va essayer, c'est comme s'il souffre d'une insuffisance, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Il va y avoir donc bien évidemment une élévation de la créatinine.
Diminution de sodium au stade ultérieur, c'est une hyponatrémie de dilution. Pourquoi? C'est le même mécanisme. J'ai dit que le patient n'arrive plus à éjecter le sang dans l'aorte. Diminution des apports d'oxygène, des nutriments vers les différents organes périphériques, y compris le rein. Le rein, il lui semble qu'il y a un état de déshydratation, il y a donc peut-être une hypovolémie. Il va essayer de compenser cette hypovolémie en libérant donc par l'activation du système rénine-angiotensine, donc rénine, angiotensine, etc., ADH, qui va donc causer une rétention de l'eau, élévation donc de volume, rétention donc de volume, rétention de l'eau, pardon, de l'eau. Par contre, le sodium, donc la concentration de sodium va être diminuée par rapport à un volume très élevé de l'eau qui va être à l'origine d'une hyponatrémie de dilution. Hyponatrémie, vrai, un prédicteur indépendant donc de la mortalité chez les patients avec une insuffisance cardiaque. On arrive maintenant à la prise en charge. Très bien, la prise en charge aiguë. Il faut donner dans un premier temps un diurétique, furosamide. Il faut donner l'oxygène, votre patient souffre toujours d'une dyspnée. Il faut donner un inhibiteur d'enzyme de conversion. Bien évidemment, toujours dans le but de contrôler l'hypertension artérielle, de diminuer la précharge et de diminuer la mortalité. Parce que dans le groupe des différents médicaments qu'on va donner à un patient qui souffre d'une insuffisance cardiaque, il y a un groupe de médicaments qui agit sur l'histoire naturelle de l'évolution de sa pathologie et va donc diminuer la mortalité. Y compris donc les bêta-bloquants agissent sur la mortalité, diminuent la mortalité. Les inhibiteurs d'enzymes de conversion diminuent également la mortalité. Les diurétiques, mis à part le spironolactone. Donc, ces groupes de médicaments ont la capacité donc de diminuer la mortalité. La digoxine, jamais. Il n'agit jamais sur l'histoire naturelle de l'évolution de la pathologie de votre patient. Même chose pour le spironolactone. Donc, ce sont des détails très importants à comprendre et à retenir. La position, s'asseoir donc droite pour diminuer donc l'orthopnie. J'ai dit toujours que votre patient souffre d'une orthopnie. Les nitrates, pourquoi il faut donner les nitrates? Les nitrates diminuent la précharge. Par quel mécanisme? Eh bien, par la dilatation veineuse. Morphine, il faut donner donc, selon les indications, de morphine à votre patient. Parce qu'il y a surtout un stress, votre patient souffre, il faut lui donner de morphine. Donc, récap, furosamide, l'oxygène, inhibiteur d'enzyme de conversion, bien NARA2, la position, s'asseoir droite, les nitrates pour diminuer la précharge et morphine. Très bien. En cas d'une décompensation aiguë, qu'est-ce que ça veut dire une décompensation aiguë? C'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire il y a un état de choc cardiogénique. État de choc cardiogénique, il faut donner le dobutamine. C'est impératif. C'est très important de comprendre. Si le patient est stadé NIHA 2 ou 3, il faut donner également des bêta-bloqueurs. C'est surtout le métoprolol. Il faut retenir le métoprolol. Le métoprolol diminue la mortalité. J'ai déjà mentionné que les diurétiques, le furosamide, les inhibiteurs d'enzyme de conversion et les bêta-bloquants peuvent diminuer la mortalité, donc agir sur l'histoire naturelle de l'évolution de la pathologie. Par contre, le digoxine ou bien le spironolactone n'ont aucun effet sur l'histoire naturelle de la pathologie. Donc, les bêta-bloquants seulement en cas de stade NIHA 2 ou 3. Il est formellement contre-indiqué de donner des bêta-bloquants au stade NIHA 4 ou bien en cas d'une décompensation aiguë. Vous imaginez que le patient est en état de choc cardiogénique. Vous imaginez qu'il y a une hypotension sévère.
vous l'aggravez avec un bêta-bloquant. Donc, les bêta-bloquants sont formellement contre-indiqués en cas de NIHA stade 4, c'est-à-dire il y a une dyspnée même au repos, ou bien en cas d'une décompensation aiguë, c'est-à-dire un état de choc. Donc, éviter en cas d'insuffisance cardiaque décompensée, mais restaurer une fois que le patient est euvolumique. Donc, on a dit que les bêta-bloquants doivent être arrêtés pendant la décompensation, en cas de décompensation d'une insuffisance cardiaque, mais restaurés lorsque votre patient est euvolimique de nouveau. Carvedilol, bisoprolol ont également démontré une diminution donc de la mortalité. Donc, les bêta-bloquants, il faut les retenir, hein, ces mots, le métoprolol, le carvedilol et le bisoprolol, il faut les retenir par cœur. C'est une question d'examen. Traiter les causes. Bien évidemment, s'il y a une cause, s'il y a une étiologie qui a causé cette insuffisance cardiaque, il faut la traiter. Est-ce que c'est une arythmie? Est-ce que c'est une ischémie myocardique ou bien d'origine iatrogène, c'est-à-dire médicamenteuse? Par exemple, les bloqueurs des canaux calciques, ou bien des antiarythmiques, ou bien les ANS, ou bien l'alcool. Est-ce que c'est une anémie? Est-ce que c'est une maladie thyroïdienne ou valvulaire? Les états de haut débit. Donc, je vais essayer d'expliquer les états de haut débit maintenant. État de haut débit, c'est-à-dire le cœur. Le cœur, il est en état... le débit. Le débit, il faut savoir que le débit est défini par deux choses. Il est défini par la fraction d'éjection de ventricule. Il est défini également par la fréquence cardiaque. Donc les deux, la fraction d'éjection, c'est-à-dire le volume du sang que le cœur arrive à éjecter ou bien à pomper dans l'aorte, et la fréquence cardiaque. Les états de haut débit, le cœur est en train donc d'essayer d'augmenter son débit, soit par élévation donc de la fréquence cardiaque ou bien de la fraction d'éjection ou bien les deux en même temps. Quelles sont les situations dans lesquelles on va avoir un état donc de haut débit? C'est l'anémie et les maladies thyroïdiennes. Pourquoi? L'anémie, parce que les différents organes périphériques sont toujours en état d'hypoxie. Parce que l'anémie, diminution d'hémoglobine, diminution de transport d'oxygène. Donc, le patient souffre donc d'une anémie, les organes périphériques, les tissus périphériques sont toujours en état d'hypoxie. Donc, le cœur va essayer de compenser. Donc, il va augmenter ses apports et va augmenter l'apport ou bien l'irrigation des autres tissus pour compenser cette anémie, cette diminution d'oxygène au niveau des tissus périphériques. Donc, c'est une augmentation c'est une compensation par l'augmentation de la fréquence cardiaque ou bien de la fraction d'éjection. La maladie thyroïdienne, c'est tout à fait la même chose. La maladie thyroïdienne, donc il y a une hyperstimulation des différents organes. La même chose, donc augmentation des demandes en oxygène. Il va y avoir une tachycardie, augmentation de la fraction d'éjection par augmentation de la contractilité myocardique. C'est tout à fait la même chose de point de vue physiopathologique. Donc, les deux états d'hyperdébit, c'est l'anémie ou bien la maladie thyroïdienne. Prise en charge d'une insuffisance cardiaque chronique. Dans un premier temps, il faut limiter le sodium et les liquides. Il faut donner des diurétiques de lance pour le surcharge de volume. J'ai dit que le rein est en état d'hypovolémie. Il va libérer l'ADH. Il va causer surcharge hydrique qu'il faut être traité par des diurétiques. Les inhibiteurs d'enzymes de conversion, si le patient reste toujours dyspnéique, même sous les inhibiteurs d'enzymes de conversion, on est obligé de donner le sacubitril ou bien le valsatrane. C'est quoi le sacubitril ou bien avec le valsatrane? Ce sont des inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine néprilysine. Donc, en première intention, il faut donner des inhibiteurs d'enzymes de conversion. Si le patient reste toujours dyspnéique, même sous des inhibiteurs d'enzymes de conversion, on va donner le valsatrane, qui est un inhibiteur de récepteurs de l'angiotensine, et non pas un inhibiteur d'enzymes de conversion. Et je vais expliquer le mécanisme d'action, la différence entre le mécanisme d'action de ces deux médicaments. Les bêta-bloqueurs, en cas de NIHA 2 et 3, j'ai dit qu'ils sont formellement contre-indiqués en cas de NIHA 4 ou bien d'une
décompensation cardiaque, si les bêta-bloqueurs sont contre-indiqués remplacés par un ivabradine, j'ai dit qu'ils sont contre-indiqués en IH4, pour une autre fois, décompensation aiguë. Si la fréquence cardiaque est supérieure à 70 battements par minute, il ne faut pas donner des inhibiteurs calciques. Pourquoi? Parce que les inhibiteurs calciques aggravent l'œdème à cause de la dilatation vasculaire. Les nitrates, mécanisme d'action, dilatation veineuse. Les inhibiteurs calciques, c'est la dilatation vasculaire périphérique artérielle. Donc, ils peuvent aggraver l'œdème, ils sont formellement contre-indiqués si la fréquence cardiaque est supérieure à 70 battements par minute. Et ici, c'est une plaque qui résume le mécanisme d'action d'inhibiteurs d'enzymes de conversion ou bien donc je peux expliquer les deux. Donc soit je vais expliquer le mécanisme d'action des inhibiteurs d'enzymes de conversion et de valsartane. Donc ici, il y a l'angiotensinogène qui va être converti en angiotensine 1 par rénine. L'angiotensine 1 va être converti en angiotensine 2 par ACE. Ou bien, c'est l'enzyme de conversion. Très bien. ACE inhibitors, ou bien les inhibiteurs d'enzymes de conversion, vont agir au niveau de cette phase, c'est-à-dire la phase de conversion de angiotensine 1 en angiotensine 2. C'est-à-dire il va y avoir une diminution de l'angiotensine 2. Mais aussi sur la conversion donc, de bradykinin en bradykinin inactive. Donc, le bradykinin va être élevé si vous donnez à votre patient donc, des inhibiteurs, ACE inhibitors ou bien des inhibiteurs d'enzymes de conversion, il va y avoir une augmentation de bradykinin. Bradykinin qui est une composante qui peut être à l'origine d'un œdème paupière, œdème facial, etc. Mais à part le mécanisme d'action des inhibiteurs d'enzymes de conversion, c'est l'inhibition de la phase de conversion d'angiotensine 1 en angiotensine 2. Il va y avoir une diminution de taux de l'angiotensine 2 avec une augmentation de taux de bradykinin. Donc les inhibiteurs d'enzymes de conversion peuvent être à l'origine d'un œdème facial. Ce sont des notions basiques. Par contre, ici, le valsartane, s'il y a une contre-indication aux inhibiteurs d'enzymes de conversion, vous êtes obligé d'utiliser un inhibiteur de récepteur d'angiotensine, qui est le valsartane par exemple. Le valsartane va inhiber le récepteur de l'angiotensine. Donc, le valsartane agit par l'inhibition de récepteurs d'angiotensine 2. Donc, ce sont des notions basiques. Si on a déjà fait tout ça avant donc de discuter les différentes cours de Step 2 et Step 3. Très bien. Contrôle de la fraction d'éjection. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, si vous avez donc fait un contrôle, la fraction d'éjection de votre patient, et la fraction d'éjection a été inférieure à 35%. Inférieure à 35%. Il faut faire un ECG impérativement. L'ECG, si l'ECG montre un élargissement de QRS, c'est-à-dire le QRS dépasse le 150 millisecondes, avec des symptômes qui sont toujours persistants. Qu'est-ce qu'on suspecte? On suspecte bien évidemment un bloc du branche, bien un bloc auriculo-ventriculaire, n'importe. Il y a donc un problème de conduction. Je suis obligé de faire ou bien de traiter mon patient avec un pacemaker biventriculaire. C'est quoi un pacemaker biventriculaire? C'est ce qu'on appelle
stimulateur cardiaque, pacemaker ou bien le stimulateur cardiaque. C'est quoi le stimulateur cardiaque? Eh bien, c'est un dispositif implanté dans l'organisme, fournissant des impulsions électriques destinées à stimuler les différents muscles cardiaques, permettant par exemple d'accélérer la fréquence cardiaque en cas d'une bradycardie sévère causée par un bloc du branche ou un bloc auriculo-ventriculaire. Donc, une autre fois, votre patient a toujours une fraction d'éjection inférieure à 35%. Et à l'ECG montre un QRS qui est large. Vous êtes obligé de traiter le patient avec un pacemaker biventriculaire ou bien un stimulateur cardiaque. Stimulateur cardiaque, il va stimuler les différents muscles cardiaques en cas d'une fréquence cardiaque diminuée ou bien en cas d'une bradycardie sévère. Très bien. Il faut donc prévenir le mort de votre patient par une bradycardie. Donc, le moment où vous trouvez un QRS large qui dépasse le 150 millisecondes, c'est une indication formelle d'un pacemaker biventriculaire, ce qu'on appelle le pacemaker simple ou bien le stimulateur cardiaque. Si votre patient n'a pas un QRS large, donc QRS est tout à fait normal, c'est une indication de défibrillateur automatique implantable. C'est le défibrillateur automatique implantable. C'est quoi ce défibrillateur automatique implantable? C'est un dispositif médical implantable actif de type stimulateur cardiaque permettant la détection et le traitement de troubles de rythme ventriculaire. Tout simplement, c'est un défibrillateur implantable qui détecte, mais aussi traite une fibrillation ventriculaire. Donc, un petit recap, tout simplement, si le patient se présente avec un QRS qui est large, à l'ECG, après avoir détecté une fraction d'éjection inférieure à 35%, si le QRS est large, c'est un pacemaker biventriculaire qui va stimuler, en cas d'une bradycardie sévère, les muscles cardiaques pour traiter cette bradycardie. Sinon, s'il n'y a pas donc un QRS large, QRS est tout à fait normal, c'est l'indication d'un défibrillateur automatique implantable qui est responsable donc d'une défibrillation automatique en cas de détection d'une fibrillation ventriculaire. Très bien. Par contre, si la fraction d'éjection est inférieure à 30%, donc elle est plus grave, on va donc essayer de voir sa fonction rénale. Est-ce qu'il y a une insuffisance rénale ou pas? Si la fonction rénale de votre patient était tout à fait normale, il faut ajouter le spironolactone au traitement précédent. Qu'est-ce que j'ai dit en ce qui concerne le spironolactone? J'ai dit que la spironolactone n'agit pas sur l'histoire naturelle de la pathologie ou bien la mortalité, ne diminue pas la mortalité. C'est le furosémide, c'est le bêta-bloqueur et les bêta-bloqueurs qui vont agir sur la mortalité, qui vont diminuer la mortalité. Et l'inhibiteur dans une conversion. Très bien. Par contre, les spironolactones, c'est un traitement purement symptomatique. Ne diminue pas la mortalité. Si, même après la spironolactone, votre patient se présente toujours avec des symptômes persistants, ajoutez la digoxine. Si échec de tout ce qui précède, donc on a fait le traitement médical, on a fait donc le défibrillateur automatique implantable, ou bien le spironolactone, ou bien le digoxine, et les symptômes toujours persistent, c'est une indication de ce qu'on appelle dispositif d'assistance ventriculaire gauche. C'est quoi le dispositif d'assistance ventriculaire gauche? Eh bien, c'est un appareil de type pompe mécanique implantée chirurgicalement dans le corps. Donc, qui permet de conserver l'aptitude à pomper d'un cœur ne pouvant fonctionner efficacement tout seul. Donc, le cœur est vraiment défaillant. Il n'y a aucune autre solution. Soit c'est un dispositif d'assistance ventriculaire gauche. Donc, il y a 2 batteries de part et d'autre avec un câble, un moniteur de contrôle. Et grâce à cette pompe, le cœur
va donc, c'est une autre pompe qui va fonctionner à la place du cœur, tout simplement. Ou bien c'est la transplantation cardiaque. Très bien. Donc, en dernière recours, donc si on a tout essayé, il n'y a rien d'autre, c'est soit dispositif d'assistance ventriculaire gauche, soit la transplantation cardiaque. On arrive maintenant à une partie très importante du cœur, c'est donc votre patient souffre d'une insuffisance cardiaque. Il est obligé d'effectuer une autre chirurgie pour une autre pathologie, non pas une pathologie cardiaque. Vous êtes obligé de prédire le risque de complications cardiaques au cours de cette chirurgie non cardiaque. Donc, quels sont les facteurs de risque cliniques? Les facteurs de risque qui peuvent donc causer une décompensation ou bien un problème cardiaque au cours de cette chirurgie non cardiaque. Les facteurs de risque cliniques, c'est est-ce que c'est une chirurgie à haut risque? Est-ce qu'il y a des antécédents du cardiopathie ischémique ou non? Est-ce que le patient souffre d'une insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il y a des antécédents d'accident vasculaire cérébral? Est-ce qu'il y a un diabète sous insuline? Est-ce que créatinine préopératoire est supérieure à 2 mg par décilitre? Ce sont les différents facteurs de risque clinique qui, avec ces facteurs de risque, on va prédire le risque de complications cardiaques majeures au cours d'une chirurgie non cardiaque. Le taux de décès cardiaque, d'arrêt cardiaque non mortel ou d'infarctus de myocarde non mortel. Ce sont les différents accidents possibles à cause de cette chirurgie non cardiaque. Donc, si votre patient, à partir de ces différents risques, n'a aucun facteur de risque clinique, c'est-à-dire à zéro, il n'y a aucun facteur de risque, votre patient, il est à risque bas de complications cardiaques majeures au cours d'une chirurgie non cardiaque, c'est-à-dire soit décès cardiaque, soit arrêt cardiaque non mortel, soit infarctus de myocarde non mortel. Si votre patient a un seul facteur de risque, il est à risque bas à 1% de développer ces différentes complications cardiaques au cours d'une chirurgie non cardiaque. Si votre patient a 2 facteurs de risque, il est à un risque modéré, à 2,4%. S'il a plus de 3 facteurs de risque, il est à haut risque. C'est-à-dire, il a par exemple une chirurgie, cette chirurgie à haut risque, ou bien il a des antécédents d'une cardiopathie ischémique, ou bien des antécédents d'AVC. Il a déjà plus de 3 facteurs de risque. Il y a 5,4% de risque que votre patient, au cours de cette chirurgie non cardiaque, va développer une complication cardiaque majeure, soit décès cardiaque, soit arrêt cardiaque non mortel, soit un infarctus de myocarde non mortel. Très bien. La stratification du risque cardiaque pour les interventions chirurgicales non cardiaques, c'est la même chose. Cette fois-ci, on va faire donc la même chose, une prédiction de risque de complications cardiaques majeures. Cette fois-ci, selon le type de la chirurgie que votre patient va effectuer. Par exemple, quelles sont les chirurgies à haut risque de complications? Ce sont les chirurgies vasculaires, aortiques, ou bien les vasculaires majeures, c'est l'aortique ou bien des veines caves, ou bien les vasculaires périphériques. Donc, ces chirurgies sont des chirurgies vasculaires sont à très haut risque de développer un problème cardiaque au cours de cette chirurgie. À risque modéré, c'est l'artériectomie carotidienne, ou bien les différentes chirurgies de tête et cou, intrapéritonéale ou intrathoracique, orthopédique ou prostatique. À très bas risque, c'est-à-dire le risque est moins de 1% que votre patient va développer une complication cardiaque au cours d'une chirurgie non cardiaque. Bas risque, ce sont donc les interventions ambulatoires superficielles simples, ce sont les endoscopies, cataractes ou bien les chirurgies du sein. Très bien. Les patients à risque modéré ou élevé, c'est-à-dire avec un risque estimé de mort cardiaque ou bien d'arrêt cardiaque non mortel, infarctus de myocarde non mortel, supérieur à 1%. C'est-à-dire
c'est soit le haut risque, soit le risque modéré. Soit ils sont donc risque modéré, soit ils sont donc 2 facteurs de risque ou plus. Ces patients peuvent nécessiter une évaluation supplémentaire en fonction de leur état fonctionnel, ce qui sont capables donc d'effectuer plus de 4 équivalents métaboliques d'activité. C'est quoi les équivalents métaboliques d'activité? Ou bien en anglais METS, Metabolic Equivalent of Task. C'est une méthode permettant donc de mesurer l'intensité d'une activité physique et la dépense énergétique de votre patient. Donc c'est le rapport de l'activité sur la demande de métabolisme de base. Donc, si votre patient est capable donc d'effectuer plus de 4 équivalents métaboliques, c'est-à-dire, par exemple, marche rapide, montée de 2 volets d'escalier, ne nécessite généralement pas d'évaluation supplémentaire. Mais, si votre patient n'est pas capable donc d'effectuer 4 équivalents métaboliques, il est vraiment recommandé aux personnes dont l'état fonctionnel est médiocre de subir une évaluation plus approfondie avant la chirurgie. Très bien. Donc, tout simplement, on a parlé des différents risques. Risques de complications cardiaques au cours d'une chirurgie non cardiaque. Et on a dit que tout patient se présente avec un risque modéré ou bien haut risque, avec un équivalent métabolique d'activité moins de 4, il est recommandé donc de subir une évaluation plus approfondie avant la chirurgie. La prise en charge médicale en périopératoire, donc on va voir les différents médicaments. Est-ce qu'il faut arrêter les médicaments? Est-ce qu'il faut les poursuivre avant ou après la chirurgie, etc. Pour les bêta-bloquants, l'arrêt des bêta-bloquants peut entraîner une hypertension. Donc, il faut les poursuivre durant la chirurgie. Les alpha-agonistes, l'arrêt peut entraîner une hypertension également. Il faut poursuivre durant la chirurgie également. Les inhibiteurs calciques augmentent légèrement le risque de saignement parce que, comme j'ai déjà mentionné, les inhibiteurs calciques, le mécanisme d'action, c'est la dilatation vasculaire. Donc, ils augmentent légèrement le risque de saignement, mais il faut les poursuivre également durant la chirurgie. Les inhibiteurs d'enzymes de conversion, une hypotension est possible, mais il faut les poursuivre durant la chirurgie. Si votre patient souffre déjà d'une insuffisance cardiaque, il faut les arrêter la veille de la chirurgie pour les autres patients qui n'ont pas une insuffisance cardiaque. Les diurétiques, hypovolémie et hypotension sont possibles, donc poursuivre jusqu'au jour de la chirurgie et arrêt le matin. Les statines, il y a un léger risque de myopathie, poursuivre durant la chirurgie. Donc tout simplement, il faut retenir que les bêta-bloquants, les alpha-agonistes, les inhibiteurs calciques et les statines, il faut les poursuivre durant la chirurgie. Par contre, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, il faut les poursuivre si votre patient souffre d'une insuffisance cardiaque. Il faut les arrêter la veille de la chirurgie pour les autres patients. Les diurétiques, il faut les arrêter le matin pour toutes les patients. C'est très important donc de retenir ces petits détails. Ce sont des questions d'examen. On arrive maintenant aux différents troubles non systoliques. Très bien. C'est la diminution de la compliance ventriculaire avec une fonction systolique normale, une fraction d'éjection donc proche de la normale, environ 50%. Donc les troubles non systoliques cette fois-ci, ou bien les troubles diastoliques, donc le remplissage ventriculaire ne se fait pas normalement. On va voir les différentes étiologies possibles. C'est l'altération de la relaxation active de ventricule. Secondaire à l'hypertension par exemple, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà dit que l'hypertension artérielle, augmentation de la post-charge, le cœur va essayer donc de compenser, il va y avoir une hypertrophie. Hypertrophie, au fur et à mesure que cette hypertrophie s'aggrave, elle va donc causer une diminution de relâchement de ventricule, donc il va y avoir une diminution de remplissage ventriculaire ou bien de la diastole, un défaut de la diastole. Donc, c'est une insuffisance cardiaque diastolique et non pas systolique parce que la fraction d'éjection est toujours normale.
Ou bien peut-être également, donc, j'ai dit l'hypertension, par quel mécanisme? J'ai déjà dit l'hypertrophie de ventricule, surtout l'hypertrophie de ventricule gauche. L'ischémie, le vieillissement ou bien l'hypertrophie du myocarde. Très bien. Le remplissage passif et altéré. Donc, j'ai dit la différence entre les deux. Ici, c'est le remplissage passif. Passive. Ici, c'est la relaxation active. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Ici, il y a un problème de relaxation active. Il y a une hypertrophie. Ici, il y a un remplissage passif qui est altéré. Par exemple, une fibrose suite à une infarctus de myocarde, une cicatrisation de parenchyme. Donc, la compliance normale de myocarde, c'est-à-dire la dilatation normale des fibres myocardiques, n'est plus présente. Donc, il va y avoir une cicatrisation, il va y avoir une fibrose de myocarde ischémique qui va être donc à l'origine d'une altération de remplissage passif de ventricule. Les cardiomyopathies restrictives également, c'est un cours à part, les cardiomyopathies restrictives. Les cardiomyopathies infiltrantes, l'exemple donné, ou bien l'exemple le plus important, c'est la sarcoïdose. Sarcoïdose. Il y a également l'hémochromatose, il y a peut-être l'amylose. Mais qu'est-ce qu'il y a à savoir en ce qui concerne la sarcoïdose? C'est une question très importante d'examen. Le patient va se présenter également avec ce qu'on appelle syndrome néphrotique. Syndrome néphrotique. Donc, ce sont des détails vraiment très importants. Ça. Donc, cardiomyopathie infiltrante, il y a infiltration de tissu myocardique, peut-être avec, en cas d'hémochromatose, en cas d'amylose, et la sarcoïdose, c'est la plus fréquente. La thyrotoxicose chiente AV ou bien une anémie, c'est les états d'hyperdébit. J'ai déjà discuté ça. Donc, les tissus périphériques sont toujours en état d'hypoxie. Donc, il y a toujours une diminution d'apport d'oxygène vers ces tissus. Le cœur va essayer toujours donc de compenser en augmentant sa fréquence cardiaque, sa fraction d'éjection, sa contractilité, ce qui va causer une insuffisance cardiaque fonctionnelle qui va parfaitement disparaître le moment où il y a le traitement de ces problèmes. Donc la thyrotoxicose, une hyperthyroïdie, j'ai dit, il y a une hyperactivité de tous les organes périphériques, donc augmentation de demande d'oxygène, le cœur va essayer de compenser en augmentant sa contractilité, etc. etc. Le shunt AV et l'anémie j'ai déjà expliqué, le shunt AV. Le shunt AV, donc il va y avoir un passage du sang de l'artère vers veine, c'est-à-dire il y a un shunt, il y a un bypass. C'est comme le sang n'arrive même pas au tissu périphérique. Le cœur va essayer de compenser cette hypoxie périphérique par l'augmentation de sa fréquence cardiaque, de sa contractilité, de sa fraction d'éjection, etc., de débit. Et ça va causer une insuffisance cardiaque fonctionnelle. Ça se voit surtout en cas de traumatisme orthopédique surtout. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Ce sont donc les situations de haut débit. Haut débit. Situation de haut débit. Les cardiopathies valvulaires, très bien, soit la sténose aortique, la régurgitation, etc., etc. Toutes ces pathologies vont être à l'origine d'une insuffisance cardiaque diastolique ou bien non systolique. Il y a une petite remarque que j'aimerais bien rajouter, c'est en cas donc les situations de haut débit. J'ai dit que le cœur va essayer donc de compenser en augmentant sa fraction d'éjection, sa fréquence cardiaque, dans le but d'augmenter le débit. Eh bien, l'augmentation de la fréquence cardiaque va être à l'origine d'une diminution de la diastole. Augmentation de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire il y a un nombre plus important de systoles dans le même intervalle du temps. C'est-à-dire il va y avoir une diminution d'une phase de cycle cardiaque, que ce soit la systole ou bien la diastole. Eh bien, il faut savoir
que cette fréquence cardiaque, cette augmentation de la fréquence cardiaque, la diminution de la durée du cycle cardiaque va se faire au dépend de la diastole. Il va y avoir une diminution de la diastole, ce qui va être à l'origine d'une insuffisance cardiaque diastolique, c'est-à-dire non systolique, en cas, fonctionnelle, pardon, en cas de thyrotoxicose, de shunt AV ou bien d'anémie. Les maladies péricardiques, la tamponnade à la péricardite constrictive, qu'est-ce qu'il y a à dire en ce qui concerne donc la tamponnade? C'est comme si péricardite constrictive ou bien l'épanchement péricardique, le cœur il est tout à fait normal, mais l'enveloppe qui l'entoure il est pathologique. Il y a donc constriction, donc il y a une adiastolie. Adiastolie au cours de la tamponnade surtout, il va y avoir une adiastolie. La diastole ne se fait pas. Parce qu'il y a une augmentation très importante de la pression qui entoure, ou bien de la tension qui entoure le cœur, soit à cause d'un épanchement péricardique, ou bien une constriction, ou une inflammation, donc une péricardite, ou bien tamponnade, c'est la fusion complète des deux feuillets pariétales et viscérales de péricarde. Ça va être à l'origine d'une adiastolie, donc une insuffisance cardiaque diastolique. Je pense qu'il y a une autre plaque qui nous reste. Oui, très bien. La prise en charge ici. Donc, votre patient se présente avec histoire d'angor, stable ou instable, d'une insuffisance myocardiaque ou toute histoire associée aux différentes causes qu'on a déjà mentionnées d'une insuffisance cardiaque non systolique. Se présente avec un essoufflement ou dyspnée d'effort, ou bien arythmie, ou bien une insuffisance cardiaque ou mort subite. Donc c'est ça l'histoire, c'est ça les différentes présentations cliniques possibles. Les examens qu'on va réaliser, c'est l'écho-cœur, la pression terminale diastolique ventriculaire gauche qui va être élevée. C'est surtout la pression terminale systolique qui va être élevée en cas d'un dysfonctionnement systolique. Et la fraction d'éjection normale ou augmentée, donc c'est selon le type de l'insuffisance cardiaque surtout. Le débit cardiaque peut être tout à fait normal. Pour ce qui est du traitement de première intention, ce sera les diurétiques, les bêta-bloquants pour le contrôle de la fréquence et de la pression artérielle, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les ARA2 et les inhibiteurs calciques. Notez que la digoxine, la spironolactone ne sont pas bénéfiques pour ces patients. J'ai déjà mentionné que les bêta-bloqueurs, furosémide, les inhibiteurs d'enzymes de conversion agissent sur l'histoire naturelle de l'évolution de la pathologie. Par contre, le spironolactone, non. Digoxine, non. Ce sont des traitements purement symptomatiques. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. J'espère qu'on était à la hauteur. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Stay happy, stay healthy, study hard. And à très bientôt.